Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 20 mai 2026 et c'est un plaisir de vous retrouver sur votre matinale qui s'installe. Le bulletin d'information matinale nous est présenté justement par Victorine Bondé et c'est le premier acte de cette célébration matinale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouvrons ce bulletin par le sport. Le Bénin connaît désormais ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le tirage au sort effectué hier a placé les Guépards dans un groupe F, particulièrement disputé aux côtés du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la République centrafricaine. Une campagne qui s'annonce intense pour les hommes de Gernot Rohr, avec au bout un ticket pour la CAN 2027 organisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Blaise Adanko. Parmi vous, pour le tirage au sort des éliminatoires de la CAN CAF Total Energies PAMOJA 2027. Ce sont les mains de 4 légendes du football africain qui ont décidé du destin des nations engagées pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. L'Ivoirien Mas Alain Gradel, le Nigérien William Trost Ekong, le Congolais Trésor Poutou et l'Égyptien Essam El Hadari ont procédé au tirage au sort des groupes qualificatifs. 48 sélections réparties en 12 groupes de 4 avec un seul objectif, décrocher l'un des tickets pour la phase finale de la CAN 2027, organisée pour la première fois conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les 2 premières équipes de chaque groupe vont valider leur qualification. Positionné dans le chapeau 2, le Bénin hérite du groupe F en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la République centrafricaine. Une poule relevée et surtout très équilibrée. Le Burkina Faso apparaît comme le grand favori. Les étalons restent une référence du football africain avec plusieurs parcours marquants en Coupe d'Afrique des Nations ces dernières années. La Mauritanie continue également sa progression avec une sélection devenue compétitive sur le continent, notamment après son parcours remarqué lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Il faut faire attention à la République centrafricaine, une équipe ambitieuse qui rêve toujours d'une première qualification historique à la phase finale de la CAN. Dans ce groupe où chaque point pèsera lourd, les Guépards de Gernot Rohr devront miser sur leur solidité collective, leur expérience et la dynamique née de leur dernière performance continentale pour aller chercher une qualification qui s'annonce intense et disputée. Le coup d'envoi des éliminatoires est prévu pour septembre prochain. Et Gernot Rohr, sélectionneur des Guépards, était l'invité du journal de 20h hier. Il est revenu sur ce tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, mais également sur la liste des joueurs retenus pour les journées FIFA prévues en juin. Suivez. C'est un groupe équilibré, avec évidemment comme favori le Burkina Faso. Et c'est aussi évidemment pas facile de battre la Mauritanie qui, à l'avant-dernière CAN, avait éliminé l'Algérie et forcément aussi la Centrafrique qui voudrait enfin participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc un tirage, je dirais, équilibré, pas facile mais faisable. Déjà c'est bien d'avoir su éviter un groupe avec les pays organisateurs parce que dans les 3 groupes des pays organisateurs, vous n'avez qu'un seul qualifié. Du coup, on a la possibilité en tant que premier ou deuxième de se qualifier dans ce groupe qui est relevé mais qui est faisable. On aimerait beaucoup pouvoir jouer enfin dans le stade de l'Amitié. Ça fait plus de 3 ans que nous n'avons pas pu jouer devant notre public et que faire tous les matchs dehors, ce n'est pas simple. Malgré ça, l'équipe a bien progressé, a fait de bons résultats, ce qui nous permet d'être dans le chapeau 2. Et du coup, voilà, on attend pour que le stade soit enfin homologué. Les joueurs blessés, malheureusement, il y en a 7 ou 8. C'est déjà le capitaine Steve Mounier qui se fait opérer du ménisque. C'est Tosin qui se fait opérer ce matin de la main. Il a 3 doigts de cassé dans le dernier match avec Lorient, donc on ne l'aura pas non plus. C'est également Roche qui a eu une commotion cérébrale, qui a du repos pendant 3 semaines.
C'est Alain-Vie, c'est Boni, c'est Cécile, c'est Moumini et peut-être Tamimou qui a eu dans son dernier match également une petite blessure. Nous avons les 3 gardiens qui sont toujours les mêmes, Marcel, Saturnin et Serge. Nous avons Tamimou, nous avons Sankamaro, nous avons Momontidjani, nous avons Amidou, nous avons Glélé, nous avons Samadou, nous avons Olivier Verdon, Fassinou, Charlie, Liam, Hassan, Mariano, Ghislain, Dodo, Olaïtan, qui a aussi le baptême de son bébé, donc il ne viendra peut-être que pour un seul match. Nous avons Prince, nous avons Rassak, nous avons Felipe, qui fait partie de ces afro-descendants qui, grâce à cette très bonne idée du président de la République, de leur permettre de devenir béninois, est un Brésilien qui a déjà fait une apparition avec nous et on attend sa qualification officielle de la part de la FIFA, donc il sera là aussi. On a Jodel, on a Aloko, on a Ouourou, on a 25 joueurs et j'espère qu'il n'y a personne qui va se blesser parce qu'il y a encore des matchs en club que nous devons attendre. C'est toujours l'occasion de voir de nouveaux joueurs à l'œuvre. Nous avons convoqué 2 joueurs qui évoluent en Allemagne, à Dynamo Berlin et à Würzburg. D'ailleurs, l'un des 2, c'est Amidou. Il y a également Glélé de la Tunisie. Il y a Omoré qui est également invité et Ouourou qui évolue au Danemark, qui pourra enfin montrer ses qualités avec nous. Donc c'est l'occasion de faire des essais, de tenter des choses nouvelles et aussi de rafraîchir un peu le groupe parce que c'est tous de très jeunes joueurs. Dans l'autre actualité, 10 années de gouvernance, 10 années de chantier et un visage qui change au fil des réalisations. Dans le département de l'Ouémé, plus particulièrement à Porto-Novo, les transformations engagées sous le régime du président Patrice Talon ont marqué le quotidien des populations. Mais au-delà des chiffres et des projets que retiennent réellement les habitants de cette dernière décennie d'action publique, réponse dans ce reportage de Viti Saroré et Michel Elegbe. Tronçon Sémé-Carrefour Dregbe-Porto-Novo, une voie de 10 km dédoublée. Pour les usagers et les riverains, c'est désormais la route de la quiétude et du confort après les années de douleur. Il y a des changements, la voie n'était pas comme ça. Maintenant, je pense que nous circulons librement. Cette voie qui a été construite a facilité la circulation, même l'état de la moto. Comme la route Sémé-Carrefour-Porto-Novo, la construction du musée international du Vaudou est l'une des grandes réalisations du gouvernement de Patrice Talon dans la ville capitale. Ce que Talon a fait pour nous dans Porto-Novo, je devrais vraiment le dire. Ça fait une joie pour nous, les dignitaires du culte Vaudou à Porto-Novo. Dans les parages du site de ce musée, on peut apercevoir cet édifice grandeur nature. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale se dresse non loin du palais des gouverneurs. C'est une fierté pour nous qui sommes ressortissants de cette ville-là, de voir cet hémicycle futur-là. Particulier, imposant. C'est un sentiment de joie qui m'anime après tout, parce que vu l'ampleur de l'architecture, ça fait plaisir de voir ça dans notre pays. En plus, c'est la capitale. Autre réalisation du gouvernement, la construction des marchés modernes de Wando et à Hangbo. Il n'y a pas de problème particulier. La viande que je viens acheter, très bien conservée. Enfin, c'est un marché qui est très propre, quoi. Il n'y a pas de différence entre ce marché-là et un supermarché à Cotonou, un autre supermarché à Porto-Novo. Grâce au microcrédit à l'AFIA, ces femmes transformatrices de produits agroalimentaires ont augmenté leur production. Le revenu est aussi impacté. Je suis bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Nous sommes à la première vague et je fais la transformation de maïs, manioc, patates. Je transforme les tubercules et les céréales. Ça m'a beaucoup aidé. J'avais un capital de 10 000. Et c'est avec ça que je faisais un peu. J'ai appris qu'il y a un microcrédit à l'AFIA qui veut aider les femmes commerçantes qui ont déjà une activité et qui veulent encore augmenter leur activité. Aujourd'hui, je suis bien dans mon activité, je gagne mon argent. La vallée de l'Ouémé est au cœur de plusieurs projets agricoles. Romaric, jeune producteur de cultures vivrières dans les Agégués, retient le Padma et le Payavo. L'aménagement de nos sites de production des piments, nous en avons plein, des hectares même,
qu'on nous a aménagés. Et actuellement, maintenant, il y en a d'autres qui sont en cours d'aménagement. Ça nous a produit beaucoup de choses. Nous avons aujourd'hui une route. Auparavant, nous marchions dans la brousse ici. L'école fonctionne bien. Il y a des enseignants pour nos enfants. Des relais communautaires viennent dans nos maisons pour notre santé. Les populations de Lomé et les autorités du département se disent fiers de toutes les actions du gouvernement. De 2016 à 2026, les 9 communes de ce département en sont diversement impactées. À Bomé-Calavi, le litige domanial autour du périmètre Béti Marcos, qui opposait plusieurs présumés propriétaires, semble enfin trouver un début de règlement sous l'ère du président Patrice Talon. Le gouvernement annonce des mesures pour un règlement définitif du dossier avec en ligne de mire l'apaisement des tensions et la sécurisation des domaines concernés. Comment les riverains accueillent-ils cette décision gouvernementale? Réponse dans ce reportage de Jacob Tochoedo et Ulvaeus Balogun. À Womé, dans la commune d'Abomey-Calavi, un vent d'apaisement souffle désormais dans le secteur 16, réputé pour avoir longtemps cristallisé les tensions autour du périmètre foncier Béti Marcos. Double attribution de parcelles, conflit de propriété, inquiétude des populations, un litige sur 191 hectares, soit environ 3654 parcelles dont l'issue n'était pas déterminée à l'avance. C'est au début de lotissement que nous avions constaté ce litige-là et qui a fait venir des gens pour accaparer les terres. Je suis venu hériter de ce litige qui existait depuis fort longtemps. À ma prise de fonction, ça a tourné au vinaigre. Ça a fait qu'il y a même des morts. Les gens sont décédés parce qu'il y a des stress, il y a tout. Et c'est en janvier 2019 que le gouvernement prend le dossier à bras-le-corps avec des mesures conservatoires. 7 ans après, le dénouement est annoncé en Conseil des ministres du 13 mai 2026. Maintenir toutes les parcelles nanties d'un titre foncier, ainsi que celles déjà bâties en matériaux définitifs. Maintenir toutes les parcelles recasées et non litigieuses à leur emplacement, sauf pour raison de réajustement. Maintenir toutes les parcelles vides non recasées, exemptes de litige ou de prétentions concurrentes. Maintenir les parcelles vides et litigieuses du fait des Marcos au nom des présumés propriétaires relevés à l'état des lieux. Des mesures saluées par les riverains qui se sentent enfin délivrés de plusieurs années de doutes et de souffrances. Ce que je trouve d'intéressant et qui a réglé le problème, ceux qui étaient à l'état des lieux, relevés à l'état des lieux, dans le répertoire de l'état des lieux, ceux qui étaient là sont maintenus et c'est fini. Ah, vraiment, c'est une joie pour Womé que notre président a pu décider à régler le problème définitivement. On est très content. Il a mis Womé sur la voie du développement. Parce que quand il y a des litiges, il n'y a pas de développement. On se soit tout. Mais quand il a dénoué la crise, vous allez voir, d'ici là, mon quartier sera un beau quartier. Avec ce dénouement, ce sont des centaines de familles qui sortent désormais de la précarité. Une mesure qui permet d'éviter un drame social et d'enclencher par ricochet le développement de Womé. Et une information en bref dans ce bulletin. Hier, à la Haute Cour de justice, la présidente d'Andiamo a reçu en audience Nathalie Riffert-Germany, l'ambassadrice de la diaspora des Afro-descendants dans les Caraïbes pour le Bénin. Au cœur des échanges, la sécurisation des données personnelles des Afro-descendants désireux d'obtenir la nationalité béninoise. Cette audience entre en droite ligne de l'ambition de la loi relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux Afro-descendants en République du Bénin. Et dans un autre registre, former des ingénieurs capables de répondre aux défis du monde tout en tenant compte des réalités locales, eh bien, c'est l'ambition portée par l'accord signé entre le CMS-ITI, Institute of Technology and Innovation, et l'Institut national des sciences appliquées Centre Val-de-Loire. Cette opération prévoit la création d'un premier cycle universitaire en sciences et techniques de l'ingénieur, inspiré du modèle d'ELINSA, premier groupe
groupe d'écoles d'ingénieurs en France. Le point avec Estelle Pazou et Filiano Boglenou. Semen City, pôle d'innovation et de formation d'excellence, s'impose aujourd'hui comme un véritable laboratoire d'idées au service du développement. La signature de cet accord avec l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire vient renforcer cette dynamique et donne une nouvelle impulsion à ses ambitions internationales. Nous voulons former des ingénieurs plus opérationnels et plus à même de résoudre les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, non seulement au Bénin, dans toute la sous-région et également en Afrique. Donc c'est un partenariat qui vise véritablement à améliorer l'offre, la qualité en matière de formation d'ingénieurs dans le domaine des sciences et technologies. Une vision qui allie ouverture internationale et prise en compte des réalités locales avec l'ambition de former une nouvelle génération d'ingénieurs capables d'innover et d'accompagner le développement. Il n'y a pas ce jour où nous n'avons pas des demandes d'entreprises qui recherchent des directeurs de production, des directeurs de systèmes industriels. Et donc pour nous, c'est très important que City, avec l'INSA, puisse mettre en place ce type de collaboration, ce type de partenariat qui va nous mettre en capacité de pouvoir mettre à disposition des entreprises qui s'installent dans notre pays, des industries qui s'installent, un certain nombre de compétences dont elles ont besoin dans le cadre de leur développement dans notre pays et dans la sous-région. Cette coopération se veut également un cadre d'échange et de complémentarité, favorisant le croisement des expertises et des regards autour des problématiques communes. Moi, je considère toujours que la recherche, elle doit être ouverte, elle doit être partagée. Les problématiques n'appartiennent à personne, les solutions doivent être partagées. Et dans le cadre de cette collaboration, c'est évidemment s'ouvrir à des problématiques nouvelles, s'ouvrir à des partenariats, à des points de vue, à des regards différents. Et par la diversité, par la collaboration, par la mixité de chercheurs, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens. À travers ce partenariat, les deux institutions posent les bases d'une formation d'ingénieurs tournée vers l'excellence, l'innovation et les enjeux de demain. Et ce bulletin d'information se referme ici. Merci d'être resté des nôtres. Je vous laisse en compagnie de Alain Sochoumé avec qui Bonjour le Bénin se poursuit. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Merci, ma chère Victorine. À demain. À demain. Mesdames, Messieurs, cette émission va se poursuivre et des événements à la une. Il y en a et il y a tellement qu'on va en parler. Mais cette matinée, on parlera beaucoup plus musique, on parlera jazz, on parlera jazz au cœur de nos traditions, aux couleurs des traditions musicales et culturelles de notre pays. Ça va être avec Patrick Jossou que nous allons installer avec cette virgule. Eh bien, Patrick Jossou est déjà en place avec son invité qui va se préparer à nous rejoindre. Mesdames et messieurs, c'est l'événement à la une. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va? Ça va très bien, oui. Et ce matin? Ce matin, ça va. Et la vie est belle, la vie est aux couleurs jazz. Cotonou couleur jazz, ce fut beau, mais on continue avec une autre couleur. Toujours du jazz. D'accord. Et c'est pour le 24 mai prochain. Le 24 mai prochain, vous connaissez la date au Bénin. Le 24 mai, d'abord, c'est la Pentecôte. Mais il y a un événement, un grand événement à la une au Bénin, l'investiture. Et après l'investiture, certains ont pensé faire un accord parfait. C'est le titre de ce concert jazz, accord parfait. On est avec je dirais, le maestro de cette organisation, Bonaventure Dosiovo. Bonjour. Oui, bonjour, messieurs, vous êtes deux. Hein? Oui. Bonjour, merci Dosiovo et bienvenue à la maison. Merci de m'accueillir. Oui, justement, bienvenue à la maison. Ça fait, on se rappelle des souvenirs. Des souvenirs. Ouais. Déjà depuis 1972, je crois. Hein? Oh non, quand même, depuis les années 80. Ah, d'accord. Pas 72, les années 80. Les années 80, et puis vous avez pu garder la pêche jusque-là. Et félicitations à vous. C'est grâce à la musique. Grâce à la musique, grâce au jazz, surtout. Oui. On va dire ça comme ça. Oui. Alors,
Cotonou va accueillir, je dirais, un grand hôtel de Cotonou va accueillir un spectacle, un concert spécial, concert jazz, que vous avez intitulé Accord Parfait. Pourquoi Accord Parfait? Oui, merci, Accord Parfait, parce que, vous savez, en musique, nous avons deux soucis. C'est le souci de l'harmonie, donc de l'accord parfait. Et le Bénin, notre pays, aujourd'hui, franchement, vogue dans l'accord parfait à tout point de vue. Vous savez, le consensus qui est délivré en ce moment-ci et qui sert d'exemple aux autres pays mérite d'être souligné, même sur le plan musical. Oui. Et c'est comme ça que l'idée est venue de ne pas se faire raconter. Donc les musiciens du jazz se sont réunis pour offrir un spectacle à la hauteur, n'est-ce pas, de l'événement. Et c'est pour le 24 mai prochain. Alors, qui sont les musiciens qui vont y participer? Je crois, j'ai vu deux groupes séparés, et un quintet et puis un groupe avec Godwin Lewis. Ou bien c'est le quintet qui est avec lui? Non, en fait, Godwin, il vient en tant qu'arrangeur. D'accord. Arrangeur, il devrait jouer, mais il se fait qu'il est arrivé pour jouer, mais il va partir avant. Donc, le deal a été de le laisser assurer les arrangements. D'accord. Et donc, comme directeur artistique. Artistique, voilà. Donc, il va assurer ça. Il ira juste la veille parce que bon, ben, c'est des gens qui ont beaucoup de contrats. Oui. Et il est venu, il ne savait pas que c'était le 24. Il pensait que c'était plus tôt. Or, il y avait un contrat qui l'attend, mais du coup, son séjour est consacré à travailler en tant que directeur artistique pour cet événement. Alors, oui. Donc, il y a deux groupes, on va dire deux groupes, oui, bien sûr, mais ils se connaissent tous. Oui. C'est-à-dire que nous avons... Dans le milieu jazz, on se connaît quand même. On se connaît, c'est la musique qui se partage le plus. Oui. Les musiciens, ils se connaissent, ils ont un répertoire qui s'apprécie. C'est la musique de la liberté. Oui. Donc, il y a deux groupes. Un groupe, on va dire, local, mais qui est constitué des talents instrumentistes ou vocalistes. Oui. Bon, je peux citer deux noms. Bon, les Copons. Ah oui, par exemple, nous avons les Copons, nous avons Somissou, oui, nous avons Joselito, oui. Qui est le grand saxophoniste. Saxophoniste, oui. Voilà, au niveau local, avec une section brasse, c'est-à-dire constituée d'une équipe, on va dire, parce que c'est le grand nombre de trompettistes, de saxophonistes, de trombonistes qui assurent le rythme par derrière. Et tout ça avec une section rythmique constituée de batteurs, bassistes, pianistes, etc. Oui. Ben alors, donc, sur scène, on peut avoir une vingtaine de personnes, oui, voilà. Et donc, ces deux groupes, nous avons l'habitude aussi d'être en collaboration avec d'autres pays. Oui. N'eût été un peu l'urgence dans laquelle on s'est inscrit. Et nous avons pu seulement réussir à faire venir un groupe togolais, un quintet qui s'appelle Zangweto. Zangweto, et c'est des jeunes musiciens qui tournent sur le plan international un peu partout. Oui. Et quand vous écoutez leur musique, franchement, vous voyez que le lien entre le jazz et nos musiques endogènes, le lien est évident. Justement, j'allais vous poser la question, M. de Souveau. Oui. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement le jazz des autres types de musique? Ce qui différencie le jazz des autres types de musique, c'est beaucoup de choses. En fait, je vais inverser les choses. Je dis, le jazz se nourrit des autres musiques. D'accord. Et en ce sens, se nourrit de la musique traditionnelle. N'oubliez pas que le jazz, c'est une musique qui a trouvé son éclosion en dehors du continent africain, aux États-Unis. Donc, les souvenirs, la nostalgie émotive
portés par ces esclaves et ont créé ce que nous appelons jazz, simplement parce que les Blancs là-bas ne savaient pas comment appeler cette sorte de musique-là. Ils l'ont jamais vu, ils l'ont jamais entendu. C'est le jazz qui a inventé la batterie, par exemple. Vous savez, le fait de mettre un batteur et de jouer sur plusieurs choses, c'est un transport quelque part de nos percussions qu'on met ensemble pour créer un univers sonore. Donc, moi, je pense que oui, le lien, il est là parce que c'est d'abord développé par des musiciens noirs. Oui. Et c'est un langage qui a été développé et qui après a été repris pour être enseigné de telle sorte que si vous savez parler une langue, vous la parlez, vous apprenez. Donc il y a des outils. Et le jazz a mis en place beaucoup d'outils qui permettent à tout musicien d'avancer, même dans son genre. Donc je crois que le jazz se nourrit de nos musiques, mais également apporte à nos musiques une démarche scientifique, technique et artistiquement améliorée. D'accord. Ok, je crois qu'on va devoir suivre un peu ce que Godwin Louis a fait pendant et ce que je propose, Patrick, c'est qu'on a un second invité qui va rejoindre notre invité de ce veau, M. Godwin, qu'on attendait dans le studio. Venez, voilà, il faut monter. Voilà. Et on va ensemble parler de jazz et de couleurs. Alors, bienvenue. Alors, bienvenue à vous, merci. Alors, quand on parle de jazz, on ne peut pas parler de jazz sans parler de la musique africaine, de la musique noire, étant donné que le jazz trouve sa source justement dans cette matière-là. Alors, dites-nous, vous, que représente le jazz pour vous? Pour moi, le jazz, c'est nous, les descendants d'Afrique, qui crient pour l'Afrique. Vous voyez, donc, les chansons qu'on joue, les rites qui sont composés par des trucs ici comme les massais, comme je dis, tous les trucs des cloches, des gants, comme les massais. C'est nous qui crions pour l'Afrique, pour dire l'Afrique, il ne faut n'oublier pas. Maintenant, on est de l'autre côté, ça fait 600 ans, près de 600, 500, jusqu'à 700 ans. Et donc, quels sont nos ADN de l'Afrique, les rites qui viennent d'ici? Donc, on peut dire, pour moi, jazz, c'est une exploration de notre ADN africain. Oui, une exploration. Mais Godwin Louis, lorsqu'on vous écoute, on se dit, mais comment vous avez pu avoir la connexion avec l'Afrique? C'est déjà dès votre naissance, mais cette connexion, quand vous êtes venu en Afrique, comment ça s'est passé, ce contact-là? Patrick, oui. En attendant que notre invité nous réponde à cette question, on ne va pas l'oublier, on va suivre un élément et puis on revient.
quelle belle couleur. Je vous vois savourer. Des étincelles dans les yeux, des étincelles sur les lèvres, des étincelles dans tout le corps. Mais comment ça se passe? Comment vous arrivez à intégrer? Parce que tout à l'heure, on a écouté, on a eu l'impression d'écouter une mélodie béninoise quand vous étiez. Et puis après, on est parti sur une autre dimension. D'ailleurs, comme un Haïtien, en fait, mes parents viennent d'Haïti. Oui. Et donc, vous savez déjà qu'il y a un lien spécial entre Haïti et le Bénin. Surtout entre Alada, Abomey, Toussaint Louverture. Voilà, exactement. Donc, en fait, qui veut dire que Bénin fait partie du jazz, de l'inception du jazz. Pourquoi je dis ça? Par exemple, le rhythm swing, en Haïti, ça s'appelle rhythm des nagots. Qui veut dire, c'est les nagots qui ont amené ça en Haïti. Et pendant la révolution haïtienne, dans les années 1791, quand les Haïtiens sont partis à la Nouvelle-Orléans, ils ont amené cette rythme à Congo-Soué là-bas. Vous voyez, donc, les liens étaient toujours là. Donc, mon première visite, en fait, au Bénin, ça fait 10 ans, c'était en 2016. C'est le grand maestro Lionel Loueke, grand guitariste mondial, qui m'a mis en contact avec ce maestro. Et c'est depuis que je me souviens que j'ai touché le sol béninois et j'ai dit, waouh, je suis vraiment chez moi. Vous êtes senti en Haïti. Exactement. Donc les rythmes, les mélodies, tout ça, pour nous, c'est naturel. C'est le Bénin, c'est Haïti. Donc, c'est Haïti. Alors, comment ça va se passer le dimanche quand on revient vers vous, Nawadja? Nawadja, pour les habitués du jazz, c'est le nom, c'est le grand nom Nawadja, on ne peut pas l'effacer. Alors... Non, mais comme je vous le disais, il y aura plusieurs tableaux. Oui. Malheureusement, comme je disais, Godwin va assurer, il aura assuré, n'est-ce pas, pendant les répétitions et filages, tout ce qui concerne l'arrangement, etc. Il était censé venir jouer et je vous ai dit, en vérité, il était venu pour obtenir sa citoyenneté. Nous espérons, oui, nous espérons qu'il en sera ainsi. Les démarches sont en cours. Et on essaie de faire en sorte qu'il obtienne ça avant de partir, mais si pas il revient, même s'il n'a pas ça, il doit revenir pour reprendre. Il est à la maison. Mais il est chez lui déjà. Pour l'anecdote, il s'installe à Lada, il fait la sortie de ses enfants dans nos coutumes, dans nos pratiques, traditions. Et il va parler, il parle de plus en plus fond. La langue, etc. Donc, franchement, c'est aussi l'occasion de dire que quelque part, moi je ne fais pas de la politique, mais je pense que c'est une très bonne chose d'ouvrir la maison mère, le Bénin, l'Afrique. À ses enfants. Oui, à ses enfants. Parce que franchement, quand ils viennent, vous sentez vraiment, ils vibrent. C'est un grand besoin qu'ils ont. Et c'est des sangs quelque part neufs qui viendront, n'est-ce pas, se mélanger à nous ici pour que notre société retrouve une certaine dynamique qu'elle était en train de perdre. Parce que le fait de rester entre soi, ce n'est pas toujours positif. Donc que ces personnes munies d'expériences différentes viennent confronter leur expérience avec les nôtres ici, ça ne peut être que positif. Et moi, ça ne peut être qu'un accord parfait. Tout à fait. Merci. Tout est parfait en accord ici. D'accord, parfait. Alors, tout à l'heure, ce qu'on a suivi, c'était Vodou Days 2025, je crois. Oui, c'était 2024. 2024. Oui, 2024. Oui, c'est 2024. Mais il a toujours été ici. Bon, il a dit ça fait 10 ans qu'il connaît ici. Il va et vient. Donc, franchement, il ne lui reste que la nationalité, la citoyenneté. Il ne lui reste que ça. Parce qu'il connaît le pays, il connaît. Oui. Et donc, quand nous avons à jouer, mais il est le premier à s'offrir. Waouh!
Super. Il quitte là-bas, il vient. Il vient. Et il fait le sacrifice de venir sans rien demander. Parce que c'est son pays. Oui. Alors, le dernier, enfin, la dernière édition de Vodou Days, on a surpris quelques images. Bon, ensuite, on va revenir là-dessus. Ah, d'accord. Oui. Eh oui, un accord parfait. Alors, parlez-nous de ce concert-là réellement. C'est quoi le contenu? Pardon? À quoi doit s'attendre le public qui fera le déplacement? Vous me posez une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Non, nous voulons offrir au public un échantillon d'émotions. Donc de musique aussi diversifiée que possible, parce que le jazz est très large. Le jazz, il est très large et vous allez voir comment nous sommes en train de travailler à faire une sorte d'alliage entre nos musiques endogènes et les standards qu'on connaît de la musique jazz. Vous allez voir que ceux qui vont venir vont se sentir vraiment comme chez eux, vont comprendre qu'en fait, le jazz se nourrit de cette musique-là. Oui. Et voilà, quoi. Ce qui fait qu'il y a des moments où certaines sonorités qu'on connaissait peuvent se retrouver dans le jazz. Exactement. On peut les réadapter au jazz, on peut les insérer dans le jazz. Vous avez tout dit. Oui. C'est ça. Alors, on suit encore un autre élément qui va nous encore replonger dans ce jazz spécifique. Ah, ok. Waja! On revoit du polyrythmo. Qu'est-ce que ça vous fait, Bonaventure, de revoir ces images? Oh, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Quand je fais un clin d'œil à Polyrythmo, c'est quand même des groupes qui nous ont tous marqués. Hein. Oui. Et ils n'étaient pas loin de la sensibilité soul, jazz, blues de l'époque. Hein. C'était eux qui interprétaient beaucoup James Brown. Oui. Et non, ils ont introduit beaucoup de choses et que Polyrythmo, c'est un orchestre mythique et son répertoire est resté avec nous et moi je ne sais pas m'en défaire.
Donc, à ma manière, je leur rends hommage en jouant de cette manière-là, Betty Mandio. Oui. Alors, s'il faut faire toujours un genre de feedback, Nawadja, on sait que vous n'êtes pas que musicien. Exactement, oui. Comment vous avez pu allier tous les deux sans qu'on ne puisse sentir que voilà quelqu'un qui est cadre, qui n'a pas laissé son travail de cadre et qui va se retrouver à Caravane, à So What, la cabane. La cabane, oui. Oui. Non, c'est simple, c'est simple. J'ai toujours vécu comme ça. Collégien, étudiant, j'ai toujours vécu musique. Donc, ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire, il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, j'ai toujours consacré le temps à la musique. Et puis, la musique, c'est thérapeutique pour moi. C'était Bégamé? Oui, on a fait Bégamé, on a fait le lycée Béanzin, on a fait le lycée Tocoin, l'université à Lomé. Après, bon... Non, je ne me suis jamais départi de la musique et ça m'entretient. Louis, dites-nous, de loin, vous aviez observé la musique béninoise, vous l'avez beaucoup écoutée, mais une fois au pays, quel contact avez-vous eu avec les acteurs de la musique et qu'est-ce que cela vous inspire? Moi j'ai eu la chance pour voir tous les jeunes surtout. Pas seulement les jeunes, les grands maestros comme Maestro Nawadja, et les jeunes comme Kalofé, Martial, les Copons. Pour moi, ça m'inspire beaucoup pour voir que Sakboan, le grand patrimoine, Maestro Sakboan. Pour moi, ça m'inspire pour voir que, en fait, les mélodies ou bien la culture que les grands-parents là-bas nous ont montré que d'ailleurs, que c'est vraiment ici la source, l'inspiration de notre musique. C'est pourquoi je dis toujours que Bénin fait partie du jazz carrément. Parce que beaucoup de nos mélodies, quand on écoute à John Coltrane par exemple, et tout ça fait partie. Donc, moi, chaque fois que je suis ici, ça m'inspire toujours de continuer à faire ce genre d'exploration en général. Mais le truc important, c'est que je trouve que ici, tous les jeunes sont dedans. Par exemple, chez nous, il y a toujours différence entre eux qui ont les jeunes musiciens et les vieux. Mais ici, j'ai vu que tous les jeunes sont dans la tradition, carrément. Que tous écoutent à Burna Boy et Sakbo en même temps. Donc c'est ça qui me plaît et ça m'inspire d'explorer cette culture. Et donc ce n'est pas qu'il y a une séparation où ce sont les plus vieux qui écoutent Barnabas et les plus jeunes écoutent quelqu'un d'autre. Non, il y a comme un brassage en réalité. Chaque catégorie ne se retrouve pas dans son coin, mais il y a un mélange. Exactement, ça c'est très unique. On ne trouve pas ça ailleurs dans tous les pays. En fait, j'ai visité 129 pays. Mais pour moi, Bénin, 129 pays. Ouais. Donc, mais Bénin est très spécial dans cette dimension, qu'on trouve que tous ces liens ensemble. On a pu vous suivre et vous retrouver dans un pays, un de ces 129 pays. On suit cet élément qui parle de vous, Godwin, et Louis, dans un pays. On suit.
quand on retrouve cette couleur de ce cantique, cantique à l'église, cantique dans une communauté chrétienne aux couleurs jazz. Qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre ce cantique-là dans cette couleur à vous avec votre instrument de prédilection de saxophone? D'accord. Donc d'ailleurs, ici au Bénin, les Célestes m'ont adopté comme leur fils. Donc chaque dimanche, j'écoute des chansons, je dis, waouh, ça fait, c'est comme si c'est quelque chose que j'ai grandi avec ça. Donc pour mon album Psaumes et Proverbes, je dis, je vais utiliser des mélodies ici et là-bas, et je vais faire les liens ensemble. Donc on va ajouter les rythmes du jazz, les mélodies d'ici et les mélodies gospel de là-bas. Parce que pour moi, le lien, c'est là. Mon but dans la vie, en général, c'est de créer un pont entre les deux cultures pour montrer que, même si ça fait 600 ans depuis qu'on est parti là-bas, patata, c'est toujours... La souche reste. Voilà, exactement, la souche reste. Donc, c'est, comme vous avez vu, Fraîcheur Rosée et Proléaniade, je pense que c'est le nom de l'autre morceau, sont vraiment... le lien, c'est là, c'est déjà... l'arrangement. Eh oui, on aurait passé tout le temps sur ce plateau que ça ne nous suffirait pas. Nawadja, si vous aviez un dernier mot à dire, un mot de la fin concernant cet accord parfait, ce concert. Ben, je dis c'est un concert symbolique. Il faut que les gens viennent. Il faut que les gens viennent parce que c'est une ambiance particulière. Oui, rappelez la date. C'est le 24 mai, je peux dire, à l'hôtel Novotel, à partir de 20h. Et je pense qu'on va passer une très très belle soirée. Et il ne faut pas se faire raconter ça parce que c'est plusieurs tableaux. Moi, je ne peux pas tout décrire ici. Et puis, c'est vécu intérieurement. Oui. Donc, c'est l'émotion. Oui, ouais. D'accord. Alors, Godwin, vous nous promettez de revenir à la maison. Ici, c'est chez vous. Hein? Absolument. Mais la prochaine fois, venez avec mon saxophone. Carrément. D'accord. Absolument. Comme ça, on va faire une belle ambiance jazzy sur le plateau. Je suis d'accord. Allez, absolument. merci. Patrick, merci à vous. je crois que on va s'arrêter simplement aux couleurs du jazz ce matin. Oui. Et puis, on va retrouver d'autres sujets demain, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Allez. Merci à vous, Nawadja. Merci, Godwin Louis, d'être passé. Et restons jazz, n'est-ce pas? Et surtout, accordons les choses pour que les accords soient parfaits. Ouais, soyons en accord parfait. Soyons en accord parfait. Allez, mesdames, messieurs, nous sommes en parfait accord avec vous et on marque une pause pour vous revenir juste après. Retour en plateau, mesdames, messieurs, pour aborder une autre rubrique, celle qui consiste à voir un peu la marche de notre pays. Le Bénin qui bouge, le Bénin qui est en mouvement, c'est tout de suite. Bénin en mouvement, Jennifer Sativi est déjà sur ce plateau. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain, comment allez-vous ce matin? Je vais super bien. Ce matin, vous avez décidé de parler de la route des esclaves. Absolument, hein, vous faites si bien de planter le décor, Alain. On s'intéresse ce matin à un lieu à la fois historique, culturel et mémoriel. La route des esclaves nous replonge dans une page marquante de notre histoire collective, tout en soulevant des questions liées à la transmission de la mémoire et surtout, Alain, à la préservation du patrimoine et à la valorisation de ces sites. Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau quelqu'un qui est, je dirais, passionné de la question, chercheur sur le sujet également, promoteur culturel. Bonjour, monsieur Marius Hugues Messan, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour, madame la journaliste. Alors, monsieur Messan, bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va super. C'est tout un plaisir quand même et un honneur. Plaisir partagé. Alors, vous faites assez de recherches sur la question, vous vous y intéressez. La route des esclaves, quelle notion, que recouvre exactement cette notion pour vous? Alors, merci beaucoup pour la question. La route des esclaves, comme toute autre route, est quand même une voie seulement qu'empruntée par nos ancêtres pour leur destin hors du commun de notre milieu. C'est une route qui, pour l'instant, assez développée par nos recherches, a fait 3 départements, dont répartis en
8 communes, principalement à partir de la commune d'Abomey jusqu'à Ouida, en passant par Agbanizon, Zogbodomé, Lalo, Tofor, Ouida, Tori Bossito, et puis Lalo, oui, Tofor. D'accord. Par la suite, Ouida, Tori Bossito, et puis Aladaï, Tori Bossito, Ouida. Voilà. Je m'excuse beaucoup de cette petite diagramme. Alors, nous, je dirais, moi, je ne sais pas pour vous, Alain, quand on parle de route des esclaves, moi, j'ai beaucoup plus vu le site ou la route de Ouida qui est assez mise en exergue. Est-ce que vous pensez qu'il faudra peut-être s'intéresser aux autres également, ou est-ce qu'il y a des démarches déjà dans ce sens? Alors, je saurais le dire. S'il y a des démarches, peut-être faites pas d'autres, parce que moi, je me concentrais uniquement sur mes recherches et ce que j'ai fait. Mais si nous limitons juste la route des esclaves à Ouida, c'est un peu comme si nous prenons toute une ligne et parmi tout autant les points, on prend seulement un seul point. Et on se dit oui, c'est déjà suffisant, c'est déjà la meilleure des choses qu'on a déjà fait et tout en réalité. Vous savez, les esclaves, leur départ compte, c'est très important. Et même prenant Abomey Ouida, ce n'est pas encore le départ. Parce qu'au départ, ils ont quitté certains milieux, un village, une maison, etc., comme vous le saviez. Et une fois à Abomey, ils sont des prisonniers de guerre. C'est ces prisonniers de guerre, par la suite, qui sont convertis en esclaves et leur destin désormais hors du commun d'ici. Alors, ce que vous prônez, hein, Monsieur Messan, c'est la valorisation de la route de l'esclave. Moi, j'ai envie de vous demander peut-être pourquoi la route de l'esclave. Je veux dire, il y a peut-être plus de 400 ans. Est-ce que ce n'est pas une sorte... Est-ce que ça ne risque pas de réveiller peut-être des souvenirs peut-être un peu douloureux? Non, mais notre intention n'est pas de mettre des couteaux dans les plaies. Pas du tout. Vous saviez, aujourd'hui, beaucoup de nos frères dans les Caraïbes, un peu partout, recherchent leurs sources. D'accord. OK? Et par moment, ils se jouent dans tout, d'autres se proclament directement américains, etc. et tout en réalité, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, dans ces optiques-là, en réalité, il est très important qu'on revalorise la mémoire pour qu'ils puissent mieux se retrouver, se ressourcer et tout en réalité. Moi, on perçoit dans votre démarche une volonté de ne pas se limiter à la route de l'esclave que l'on connaît de Ouida, qui part au niveau de la ville de Ouida pour la plage, mais d'ouvrir l'horizon sur les circuits qui ont conduit à Ouida, n'est-ce pas? Bien sûr. À votre avis, comment on doit s'y prendre pour valoriser ce circuit-là qui part de toutes ces localités pour aboutir à Ouida et dont vous parlez? Alors, sur le projet touristique, par exemple, du gouvernement, je ne parle pas de mon côté parce que moi, je suis un chercheur. Je pense que c'est un meilleur volet pour quand même essayer de développer le tourisme. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes avec l'histoire des Vaudondais et tout en réalité. Beaucoup de nos frères viennent et tout. Vous allez souvent entendre parler d'un certain village de Dahomey, qui est par exemple en Amérique, dont la communication sur ce village est très peu, bon, presque absente. Le village d'Dahomey en Amérique. Bon, ils le prennent comme village. Quand vous le tapez aujourd'hui, peut-être on vous dit c'est un village. Mais avec les informations que j'ai recueillies, c'est un peu comme un petit État. Et là, même à l'entrée, on a écrit Dahomey. Et eux-mêmes, ils reconnaissent l'histoire en réalité que ce sont les esclaves déportés de l'Afrique de l'Ouest. Je n'aurais pas dit le Bénin faussement, qui ont fondé là-bas et qui l'ont nommé Dahomey. C'est ça que vous comprenez. Donc, ceux-là, ils veulent toutefois se ressourcer, etc. Mais c'est des potentiels, c'est très important. Quand beaucoup de nos frères quittent ces milieux-là pour quand même rejoindre le Bénin,
D'accord. Alors, quand on prend cet axe-là, il est quand même, je dirais, un peu long. Il va falloir beaucoup de travaux pour sa revalorisation, pour sa mise en exergue. Qu'est-ce qu'on va y gagner? Parce qu'évidemment, on permet à ceux qui sont partis d'ici de se ressourcer. Mais derrière, en matière de développement, en matière de tourisme, qu'est-ce qu'on a à y gagner? D'abord, je prends l'aspect touristique seul. Vous savez, on a des tas d'hôtels au Bénin, par exemple. Ça donne des petits emplois, hein, ne nous leurrons pas la tête. Et non seulement, ça participe d'abord à l'économie. Et la seconde partie que je vois un peu plus costaud et plus lourd en réalité, c'est nos frères, après tout. Donc, ils se sentent mieux si tout va bien dans leur pays. Je pense bien. Mais c'est des potentiels acteurs en matière d'investissement, par exemple. Vous pouvez imaginer aussi ce volet, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas quand même dire en réalité qu'ils sont totalement classés dans la classe de prolétariat. Donc, je vois en ce sens non seulement sur le plan touristique, tourisme religieux, tout ce que vous pouvez y penser. D'autre part, en réalité, ils sont des potentiels en matière d'investissement. C'est très important. Alors, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la déportation, il revient beaucoup que l'histoire n'est pas totalement transmise en l'état, quelquefois. Est-ce que vous pensez qu'une initiative de ce genre-là pourra permettre de mieux transmettre la mémoire, je dirais l'histoire? Pour moi, cette question, je dirais même, c'est un peu... bizarre. Je prends bizarre simplement parce que c'est vrai, notre source a été basée totalement sur l'oralité. Mais tout ne peut pas être faux. Exactement. Et quand vous êtes des chercheurs, quand vous êtes confrontés à beaucoup d'informations, c'est vrai, beaucoup tirent de gauche à droite. D'autres vont dire, oui, c'était dans mon village, c'est mon grand-père qui a fait ci et fait ça, etc. Mais il y a toujours encore des traces. Ce n'est pas des évangiles. Il y a toujours des traces. Et en réalité, il y a toujours encore une certaine base qui nous donne voilà, une contradiction lorsque voilà, quelqu'un veut se prendre la position, se dire oui, c'est si, et il y en aura de pluralité d'informations. Donc, on essaie quand même de faire les études. Est-ce que vous associez, vous comptez associer les deux? Est-ce que vous recommanderiez, lorsqu'il s'agira justement de la mise en valeur de cette route-là, d'associer les deux, à la fois l'oralité, transmettre les récits avec les preuves, comme vous le dites, et à la fois moderniser cela, cette route-là? Bon... ça n'a pas été, ça a été un peu foufou de mon côté. Hein. Si vous pouvez quand même toutefois me répéter. Oui, alors lorsque vous parlez de l'oralité, transmettre la mémoire, je suppose qu'il y a des guides déjà disponibles, des historiens. On en a un peu partout au Bénin. Lorsqu'on va développer ou lorsqu'on va mettre en valeur cette route-là, puisque c'est cela que vous prônez, est-ce qu'il ne faut pas associer également le volet guide de tourisme qui va raconter l'histoire? Oui, mais c'est la meilleure, et c'est des options premières d'ailleurs, parce que c'est vrai, la route est là, mais qui détient l'information pour quand même essayer d'orienter mieux et former? Tant qu'il ne soit pas un guide. Ou peut-être, pourquoi pas, ne pas aller sur même les volets de formation, et former même des docteurs, parce que oui, après tout, c'est l'histoire, c'est la mémoire. Et on se ressource souvent, on fait référence souvent à l'histoire pour pouvoir quand même mieux orienter le futur. Donc, même limiter à des guides touristiques, je vois que c'est un peu minime. On peut aller même au-delà de ça. Est-ce qu'il y a un risque de banalisation si rien n'est fait? Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas que la route de l'esclave va au-delà de ce qu'on sait habituellement. Banalisation, oh oui, et même plus que ça. La belle preuve, c'est les curieux qui l'ont fait aujourd'hui. Parce que vous avez toujours l'habitude d'entendre que la route des esclaves se limite à Ouida, parce qu'on ne peut pas tout effacer à Ouida. La mémoire est tellement concentrée là, où on ne pourra pas tout effacer. Et je veux même profiter pour quand même vous dire en réalité qu'il y a les routes inter-États, par exemple, ferroviaires aussi.
D'accord. Et c'est les colons qui l'ont fait. Je m'excuse, c'est pas pour quand même essayer d'aller dans un sens que peut-être les gens n'auront pas apprécié. Mais pourquoi ils n'ont pas permis de faire la route des esclaves, par exemple? C'était la seule voie qui existait dans le temps. Alors, il y a justement plusieurs initiatives depuis quelques années pour la valorisation de ces sites mémoriels, historiques. Il y a un tas de moyens qui est déployé. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'un cap est franchi? C'est franchi, mais je n'avais pas fini. Vous ne m'avez pas permis, en fait. C'est juste pour vous dire, en réalité, qu'on fait l'effort d'effacer la mémoire. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais permis, déjà, que le réseau ferroviaire passe par cette voie. Les colons, oui. Je pense qu'il y a plusieurs siècles. Est-ce que cela est d'actualité? On va plus se projeter justement sur la mise en valeur. Donc, justement, est-ce qu'il y a un pas quand même qui est franchi aujourd'hui? Puisque les colons ne sont plus là, nous sommes maintenant à notre propre compte et nous voulons retracer l'histoire, développer cette mémoire-là. Je remercie d'abord le gouvernement en place, qui a fini. Ils ont déjà beaucoup fait. Le gouvernement a tellement fait qu'on ne peut même pas imaginer parce que depuis la nuit des temps, beaucoup de gouvernements sont passés. On a vu comment ils se sont pris par rapport à la mémoire. Mais par contre, par rapport au gouvernement actuel, on a vu comment les choses se passent. Par exemple, Vodun Days et tout, en réalité. Récemment, le bateau qui a été conçu et beaucoup d'autres mises en place et la modernisation, ils ont quand même fait une partie. Ça reste encore une grande partie. Mais quand même, déjà, quand ça décolle, il faut remercier. C'est très important. Parce que tout le monde ne prend pas en compte et ne tient pas compte de ces réalités-là. On le traite de... Voilà. Sans sens, sans porteur économique et tout en réalité. Donc, on remercie beaucoup le gouvernement. C'est déjà décollé. Et je pense que prochainement, ça ira plus. Et quel doit être le rôle, lui, des acteurs du secteur? Je dirais, il y a les historiens, comme je le disais tout à l'heure, il y a vous qui êtes les chercheurs, les promoteurs culturels, les sociologues, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà fait lorsque vous avez fait vos recherches, je dirais? Alors, je vais vous informer que la route des esclaves que je suis en train de présenter aujourd'hui, je ne suis pas le seul là. Je travaille en équipe. Il y a des professeurs, il y a des directeurs scientifiques. Nous sommes beaucoup à travailler sur cette idée qu'on est en train de mettre en place et tout. Et je pense qu'on ira plus loin. Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous le saviez, on donne la nationalité aujourd'hui à des Afro-descendants. Ils sont des Béninois. Quel que soit le sens, on peut déjà accepter. Mais si on se permettait quand même de les identifier un peu, par exemple, leur village, et ils auront la possibilité de rentrer directement. Je pense que... Ça va être un plus. Hein. Il faut dire que depuis 1994, que l'UNESCO a décidé de soutenir le Bénin dans ce projet de route de l'esclave à Ouida. C'est quand même une belle idée de vouloir aujourd'hui élargir la chose pour aller un peu en profondeur du pays, pour voir un peu les sources de provenance de ces esclaves-là à l'époque, histoire d'ouvrir également le champ davantage. Jennifer, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Pas du tout. Et la route de l'esclave pourrait, dans les années à suivre, avec les volontés politiques, de positionner davantage le pays sur le plan touristique, d'élargir cette route-là pour qu'on connaisse davantage l'histoire. Absolument, et je pense que ce sera tellement bénéfique, ce sera bénéfique à plus d'un titre. Il y aura le développement, j'ai hâte peut-être, si cela est fait un jour, d'aller visiter, découvrir, il y aura certainement beaucoup d'émotions et certainement beaucoup d'investissements. On peut peut-être déjà commencer par en faire un circuit touristique, pourquoi pas. Excellente idée. En tout cas, vous y avez songé? Un circuit touristique, vous y avez songé, vous attendez? Pour l'instant, pour les activités et tout, on n'a pas encore pensé à ça. On est en train quand même de réunir les informations les plus capitales possibles. Pour quand même avoir une source concrète de la réalité et quand même comment on le fait promouvoir. Donc pour l'instant, on n'est pas encore allé jusqu'au volet touristique. Je pense bien que peut-être avec le temps, ça peut y arriver. Une chose est sûre et certaine, Jennifer, c'est que la route de l'esclave reste et demeure, disons, un patrimoine qu'il faut sauvegarder, qu'il faut valoriser sans toutefois oublier ce qui était vraiment à la base. Jennifer, je crois qu'on aura fait le tour. Absolument. Merci beaucoup, Alain, pour ce privilège et merci beaucoup à vous, Monsieur Marius
Hugues Messon. Vous êtes chercheur et promoteur culturel passionné de tout ce qui est lié à l'histoire et à la mémoire. Merci beaucoup. Allez, on va enclencher sur la rubrique santé pour accueillir Christelle Tongolo dans un instant. Eh bien, merci. Je crois qu'on aura fait donc le tour. Votre santé est importante pour nous. Et aujourd'hui, on parle quand même d'un sujet hyper important. Vous allez le découvrir. Christelle qui va s'installer et puis avec son invité, on va parler donc d'une problématique qui ne va pas vous laisser indifférent. Alors on installe Christelle avec ce tapis. Instant santé, Christelle, bonjour. À tous. De quoi parlons-nous ce matin? Alors, on parle du lien étroit qu'il existe entre l'hypertension et l'AVC. Vous ne le savez peut-être pas ou peut-être que vous êtes informé. L'hypertension artérielle évolue souvent, j'ai envie de dire, dans le silence jusqu'à provoquer parfois des complications graves comme l'AVC. Et pour mieux comprendre ce lien étroit entre ces deux pathologies et rappeler justement l'importance du dépistage précoce, nous recevons ce matin le professeur Léopold Kodjo, médecin cardiologue. Bonjour professeur. Bonjour Christelle. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Professeur Kodjo, bienvenue à la maison. Merci monsieur. Alors, selon l'entendement beaucoup de personnes, donc, lorsqu'un AVC survient, c'est qu'il y a forcément des signes annonciateurs qui ont été ignorés. Professeur, comment expliquer alors qu'on parle aujourd'hui d'AVC chez des personnes qui ne présentaient apparemment aucun signe de la maladie? Merci beaucoup. Il faut dire que l'AVC, c'est accident vasculaire cérébral. C'est une crise cérébrale brutale qui est souvent liée à un problème de circulation, soit de sang au niveau du cerveau. Et cette crise-là va se manifester par un déficit localisé ou un coma. Alors, malheureusement, cette crise-là peut être inaugurale. Le sujet entre dans la maladie par cette crise. Et donc, les causes de l'AVC existent et en général sont assez discrètes. Et cela fait que le sujet va s'exposer à un certain nombre de facteurs de risque, mais qu'il va ignorer. Et lorsque ces facteurs vont suffisamment altérer les vaisseaux, cela va concourir donc à cet accident vasculaire cérébral. Alors, est-ce qu'on dit qu'on peut paraître en bonne santé et malheureusement vivre avec une tension, j'ai envie de dire, artérielle dangereusement élevée? Oui, c'est ça. La principale cause de l'accident vasculaire cérébral, surtout dans nos contrées, c'est l'hypertension artérielle. Et on sait que l'hypertension artérielle est asymptomatique dans près de 80% des cas. C'est-à-dire sur 10 personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle, seulement 20 vont avoir de petits signes qui pourraient attirer leur attention. Il y a donc 80% qui auront une tension très élevés, mais qui auront une bonne santé apparente. Et en dehors de l'hypertension artérielle, vous avez aussi le diabète que l'on peut avoir sans savoir que l'on est malade, parce que les diabétiques, à peu près aussi, c'est 70% qui n'auront aucun symptôme. En dehors de ça, il y a l'obésité. Donc l'obésité, simplement, bon, autrefois, c'est perçu comme un signe d'aisance. Et le fait d'être obèse, en réalité, expose à un certain nombre de complications. Et surtout les obèses qui ronflent la nuit. Donc le ronflement n'est pas considéré comme une maladie. Pourtant, le ronflement, c'est une vraie maladie qui expose à un certain nombre d'événements, dont les accidents vasculaires cérébraux. Donc, plusieurs facteurs. Rien que la prédisposition familiale, donc le fait d'avoir dans sa famille des personnes qui ont déjà fait l'accident vasculaire cérébral, surtout s'ils l'ont fait jeunes, le fait d'avoir dans sa famille une histoire de diabète, une histoire d'hypertension artérielle, ces prédispositions familiales exposent aussi à l'AVC. Et je vais terminer sur l'âge. Au fur et à mesure que nous avançons en âge,
nous sommes exposés aux problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est dit que ces facteurs-là, je n'ai pas tout cité parce qu'il y en a une multitude, mais j'ai cité les plus fréquents. Ces facteurs existent, ne font pas mal, n'interpellent pas autrement et vont se révéler par une complication dont la plus fréquente chez nous, c'est l'accident vasculaire cérébral. J'ai une question pour vous, professeur. Comment est-ce que, de façon silencieuse, comme on le dit, la maladie s'installe sans qu'on sache? Mais vous avez parlé tout à l'heure de signes qui pourraient arriver et que l'on ignore. Comment est-ce que l'on peut ignorer quelque chose qu'on ne connaît pas? Quels sont ces signes-là? Est-ce que vous pouvez mettre l'accent sur ces quelques clignotants qui arrivent comme ça et qui devraient attirer notre attention? Alors, si je prends l'hypertension artérielle, les 20% de personnes qui vont avoir des symptômes auront des signes qui ne sont pas spécifiques. C'est par exemple avoir un peu mal à la tête le matin, donc vous vous réveillez avec de légers maux de tête, souvent au niveau du front. Ces maux de tête vont disparaître même sans médicaments. De petites palpitations de temps en temps qu'on peut rattacher au stress, un peu de vertige par moment qu'on peut rattacher à la fatigue. Et donc, ce sont de petits signes qui ne sont pas tellement spécifiques et qui, dans tous les cas, même sans traitement, disparaissent. Parce que nous avons un organisme qui est intelligent. Lorsque la pression monte, chaque organe, le cœur, le rein, le cerveau, va s'adapter à cette pression-là. Si bien que les signes qu'on a, ce sont des signes de début, mais qui vont être passagers parce que tout l'organe va se régler sur une pression élevée. Le problème, c'est que c'est comme vous prenez un arbuste que vous arrosez avec un jet d'eau, mais qui est un peu plus puissant que d'habitude. Le jet étant permanent, progressivement, vous allez déraciner l'arbre. Donc, vous allez dénuder les racines. Et lorsque la force de jet d'eau va enlever le sable au niveau des racines de l'arbre. Voilà. Et c'est progressif. Et c'est le jour où il n'y aura plus assez de force pour maintenir l'arbre en position verticale, l'arbre va tomber. Donc, en fait, l'arbre est tombé du fait d'un événement qui a commencé il y a très longtemps. C'est intéressant, professeur, ce schéma que vous donnez, mais ici, dans ce schéma-là, qui représente l'arbre? C'est quoi le jet d'eau et c'est quoi le sable qui s'en va? Alors, le jet d'eau, c'est la pression dans les artères. Les artères, c'est un réseau de tuyaux qui amène le sang vers les organes. Donc, l'eau, la pression d'eau, c'est la pression de sang qu'il y a dans les artères. L'arbre, c'est l'organe qui est perfusé. Nous pouvons prendre l'exemple du cerveau, puisque nous sommes en train de parler de l'AVC. Donc, le cerveau est perfusé par un jet de sang qui est un peu plus puissant. Alors, on peut dire le sable, c'est toutes les résistances vasculaires qui empêchent au sang d'inonder le cerveau ou qui, en tout cas, facilitent la nutrition du cerveau. Et donc, avec une pression sanguine élevée, on va abîmer progressivement la barrière qu'il y a entre le sang et le cerveau. Et à un moment donné, cette barrière-là peut se rompre. Et donc, le cerveau va être inondé de sang. On va parler d'AVC hémorragique, où la barrière va réagir jusqu'à se fermer. Si bien qu'à un moment donné, le cerveau n'aura pas de sang. Dans tous les cas, le cerveau va souffrir et on aura l'accident vasculaire cérébral. Ce que je viens d'expliquer est valable pour le cœur. Et pour le cœur, on parlera d'infarctus du myocarde. C'est valable pour le rein. Pour le rein, on parlera d'insuffisance rénale. Et donc, toutes ces crises que nous voyons, en général, ne commencent pas le jour où on l'a vu. Ça a commencé 5 ans, 10 ans ou plusieurs années avant. Et c'est le drame, justement, avec ce tueur silencieux. Et sans doute que c'est ce qui lui vaut, justement, cette appellation, docteur. Est-ce qu'il y a quand même des profils de malades prédisposés à faire l'AVC? Oui, il faut dire que tout le monde peut faire l'AVC, de nouveau-né jusqu'au vieillard, homme ou femme. Mais il y a des profils qui sont plus fréquemment touchés que d'autres. Il y a, comme je disais au début, il y a un certain nombre de facteurs de risque et il y a des facteurs de risque qui sont innés. Dans la famille, il y a déjà des gens qui ont fait l'AVC, surtout jeunes, avant 45 ans. Dans la famille, il y a une histoire de crise cardiaque, de maladie cardiaque connue. Voilà. Donc, il y a l'âge. Donc, ces facteurs-là ne sont pas modifiables.
Mais il y a des facteurs non modifiables et c'est les plus fréquents. Et en tête, vous avez l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle multiplie par 8 le risque de faire un accident vasculaire cérébral. C'est énorme et inquiétant, là. Et par 6, le risque de faire une crise cardiaque. Vous avez le diabète. Vous avez la consommation du tabac, surtout sous sa forme fumée. Vous avez l'excès de graisse dans le sang, donc ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie. Vous avez l'obésité. Et d'ailleurs, l'obésité souvent est la base de tout ce que je viens de citer. Quand on est obèse, on finit par être hypertendu, diabétique, assez de graisse. On devient ronfleur. Et donc, tout ça. Il y a d'autres facteurs qui sont moins fréquents, qu'il faut quand même souligner, notamment chez les personnes plus jeunes. Vous avez par exemple la drépanocytose. Donc il y a certaines formes de drépanocytose, lorsque ce n'est pas bien soigné, ça finit par donner l'accident vasculaire cérébral. Il y a certaines maladies du cœur qui sont même des maladies qui surviennent après des infections, qui peuvent altérer le cœur et favoriser l'AVC. C'est par exemple une angine de gorge qui est mal soignée dans l'enfance. Ça peut déboucher à l'adolescence à des valvulopathies, donc c'est la destruction des valves du cœur qui finissent par produire des caillots de sang qui vont aller dans le cerveau. À ça, beaucoup d'informations qu'on n'avait pas forcément par ici. Alors, docteur, on parle de plus en plus justement de cas chez les jeunes. Qu'est-ce qui justifie ou explique le fait que de plus en plus de jeunes font l'AVC aujourd'hui? Bon, à force de vouloir... C'est lié beaucoup plus aux facteurs modifiables. Oui, ce sont les facteurs modifiables. Et d'ailleurs, comme le monde est en train de changer, à force de vouloir vivre au rythme du temps, on se tue. Parce que le monde a changé, il y a la mondialisation, ce qui fait que les jeunes bougent de moins en moins, mangent de plus en plus mal et ont des comportements à risque qui sont favorisés par l'excès de publicité. Je peux me résumer comme ça. Parce qu'en général, aujourd'hui, le jeune ne fait plus le sport, il mange des choses qui ne sont pas bonnes, les choses qui sont très grasses. Le repas qui est sain, c'est le repas naturel. Donc, fruits, légumes et de l'eau. Fruits, légumes et de l'eau. Et de l'eau. On n'a pas dit fruits, légumes et la bière et ou l'alcool. Parce que Dieu n'a pas créé l'alcool. Donc, il y a ces comportements à risque et je voudrais souligner le tabagisme sous sa forme actuellement maquillée qui est la consommation de chicha. Attendez, docteur, on va marquer une pause là et on va clarifier les choses si vous le voulez bien. J'appréhende déjà la question. Oui, parce qu'en réalité, les jeunes, est-ce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, ils fument le tabac quand ils mettent des kilos de fumée dans les poumons avec les chichas? Oui, parce que c'est un peu masqué par les arômes que les gens mettent. Et il y en a qui disent même qu'il n'y a pas la nicotine dedans. Mais même s'il n'y a pas la nicotine dedans, tous les produits chimiques qui sont mis, ce sont des produits qui vont produire des radicaux libres. Et lorsque vous aspirez une bouffée de chicha, c'est comme si vous avez fumé 5 cigarettes. Wow. Une seule bouffée. Oui. Parce que vous allez voir des jeunes s'asseoir et envoyer des bouffées, des centaines de bouffées. Oui, c'est dommage. C'est vrai que ça rapporte de l'argent aux promoteurs de ces choses-là. Mais on doit comprendre que l'argent que nous avons cherché aujourd'hui, si on doit le dépenser dans la santé après, ça ne vaut pas la peine. Donc, mon message, c'est surtout aux promoteurs des restaurants et bars qui incitent les jeunes à consommer. Oui, mais eux, ils sont des commerçants, ils cherchent l'argent, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il ne revient pas aux autorités? Je sais qu'en temps, dans le département de l'Atlantique, du littoral, un certain nombre de départements, les préfets ont pris des arrêtés pour interdire la circulation et l'utilisation des chichas. Pourtant, ça continue, ça prolifère davantage. C'est ça. Donc, c'est vraiment un problème. Et si on peut se concentrer sur ce problème-là, ce serait très bien. Le deuxième, ça va être le binôme alcool, sucrerie. Parce que la sucrerie, elle est aussi dangereuse que l'alcool. Donc, des deux, il n'y a pas un qui est mieux. Et je pense qu'il faut des politiques pour rendre ces choses-là très chères pour que les gens ne les consomment pas. Et ça pourrait être au profit de tout ce qui est naturel, local. Alors, docteur, ça veut dire que quelqu'un qui dit « moi, je ne bois pas d'alcool, je suis dans la sucrerie », il court aussi le même danger que celui qui boit d'alcool? Ah oui, oui. D'ailleurs, il est plus à risque même que celui qui prend l'alcool. Et comme on le dit souvent, la meilleure boisson, c'est l'eau, tout simplement. C'est l'eau que Dieu a créée et Dieu a créé les jus de fruits. Quelqu'un m'a dit la dernière fois qu'une sucrerie, il faut la voir comme un jus de bonbon. Et vous pouvez faire l'expérience pour avoir le goût sucré d'un verre de jus.
Il faut fondre de bonbons. Et vous allez compter le nombre de bonbons que vous allez fondre pour que ça donne le goût de la sucrerie. Et vous pouvez vous rendre compte de combien de bonbons vous avalez en une seule session. Journée. Alors, on va continuer, docteur. On a parlé des facteurs modifiables. Alors, quelle est la place du stress dans la survenue de la plupart de ces pathologies-là? Ouais. Le stress, on va dire aujourd'hui, est un problème de santé publique parce que le stress déséquilibre totalement l'organisme et est à l'origine de plusieurs problèmes, dont les problèmes cardiovasculaires. Et le stress, en réalité, lorsqu'on est stressé, on sécrète de l'adrénaline. Et lorsqu'on sécrète de l'adrénaline, son rôle, c'est de rétrécir les vaisseaux. Donc, ça fait monter la pression. L'adrénaline va faire libérer le sucre qu'il y a dans le foie, et donc ça va faire monter la glycémie. Et il y aura donc production d'autotoxines qui vont dégrader le cœur et autres. Donc le stress, c'est quelque chose dont il faut parler. Et malheureusement, il n'y a pas tellement un médicament contre le stress. Ce que je pense, c'est que pour gérer le stress, il faut s'organiser. Il faut s'organiser, savoir anticiper sur ce qui dépend de vous. Et ce qui ne dépend pas de vous, il faut savoir gérer en sachant que nul n'est indispensable sur cette terre et la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Pour prévenir les cas d'AVC suite à une situation difficile, à des situations de stress, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez, vous qui êtes du domaine, vous qui recevez beaucoup de patients en cabinet? Bon, alors, il y a plusieurs niveaux de stress et les stress qui sont légers, bon, en général, en parlant avec la personne, en la mettant en confiance, en ne lui cachant pas des informations qu'elle aurait dû savoir. En général, c'est suffisant pour que la personne reprenne confiance, sache ce qu'elle doit faire. Il y a plusieurs stress qui sont créés par le fait qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On a une situation, on a un chef, on est là, mais on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et du coup, on a peur. On a une situation qui nous tombe dessus qu'on n'avait pas forcément prévue. Alors, lorsque c'est au-delà, on se fait aider par les psychiatres, les psychologues. En fait, je pense que c'est un travail d'équipe. Même l'entourage a sa part. Voilà, l'entourage. Donc, il faut vraiment se parler, se comprendre, se fixer des repères pour pouvoir avancer. Alors, on va revenir, si vous le permettez, très rapidement sur, je vais dire, les moyens de prévention de l'AVC. Est-ce qu'il en existe? Comment faire pour quand même limiter le plus longtemps possible la survenue des crises d'AVC au niveau notamment de la couche juvénile? Donc, on peut... Alors, la prévention... primaire, donc c'est celle qui, tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour ne pas faire la crise. Et au Bénin, on a résumé les règles là sous une formule que je vais donner. C'est la formule 0, 0, 5, 30, 3P. Cette formule-là résume un peu l'hygiène de vie qu'il faut avoir. Le 0, c'est 0 alcool. 0 alcool, il faut tendre vers 0 si on ne peut pas être à 0. L'autre 0, c'est 0 tabac. Donc, on a parlé du tabac déjà, il ne faut pas fumer. 0 chicha aussi. 0 chicha, voilà. Et on a dit 5. Donc, 5, c'est avoir dans son alimentation chaque jour 5 portions de fruits et légumes. Et il faut avoir plus de légumes que de fruits parce que les fruits sont quand même sucrés. Et il faut mélanger aussi les couleurs. D'accord, le vert, le jaune, le rouge. Et varier aussi. Et les varier. Donc, 5 portions de fruits et légumes chaque jour. 30, c'est 30 minutes d'activité physique. Activité physique, ça peut être marcher, courir, monter des escaliers. Il faut bouger, en fait. La marche rapide aussi. Voilà. Il faut, au bureau, par exemple, il faut mettre la photocopieuse un peu loin, se lever chaque fois pour aller prendre, etc. Il faut se lever pour aller ouvrir la porte aux visiteurs, le raccompagner. Donc, c'est des petits moyens pour l'activité physique. Et ensuite, c'est 3P. Donc, 3P, c'est avoir une alimentation peu salée, peu sucrée et peu grasse. Et on peut ajouter même peu de stress. Et je vais compléter deux choses, c'est le dépistage. Donc, le dépistage, après avoir respecté cette hygiène de vie, il faut vérifier de temps en temps quelle est la tension, quelle est la glycémie, quel est le poids, est-ce que je ronfle,
il faut dépister aussi le cancer, parce que le cancer est aussi un problème, une maladie qui a des complications cardiovasculaires. Donc, il faut dépister le cancer, la prostate chez l'homme et les seins, le col de l'utérus chez la femme. Et la dernière chose, c'est quand vous êtes déjà connu malade, faites-vous suivre. Nous venons de dire que la plupart des problèmes de cardiologie sont asymptomatiques. Donc, il faut pas attendre. Il faut être dans la prévention. Voilà, il ne faut pas attendre d'être malade avant d'aller se faire suivre, de prendre son médicament, d'aller au contrôle régulièrement. Et justement, par rapport aux médicaments, il y en a qui sont hypertendus et qui sont sous traitement et qui ne prennent pas dès lors que le mal s'estompe et se disent que ça va et on laisse les médicaments. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Oui, c'est une méconnaissance du problème parce que chez nous, la maladie est définie par la présence de symptômes. Donc, dès que j'ai mal à la tête, que je prends un traitement, que je n'ai plus mal, je suis guéri. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui disent qu'ils guérissent le diabète, qu'ils guérissent la tension. Mais en fait, ils ne guérissent rien du tout. Donc, il ne faut pas arrêter votre traitement tant que le médecin ne l'a pas recommandé. Sous traitement, vous aurez des tensions qui sont bonnes, des glycémies qui sont bonnes. Et c'est à cause de ce traitement que c'est normal. Si vous arrêtez le traitement, au bout de quelques semaines, ça va remonter. Les traitements que nous avons aujourd'hui ne guérissent ni le diabète, ni l'hypertension artérielle. Donc, c'est comme si on a posé la main sur un ressort. Tant que vous avez la main là-dessus, ça ne va pas. On ne guérit jamais de l'hypertension. On ne guérit pas. Alors, on va retenir pour la population qu'on ne guérit pas de l'hypertension artérielle. On peut la contrôler. On la contrôle et on la contrôle très bien. Il y a une forme d'hypertension artérielle qui pourrait guérir. C'est l'hypertension de la femme enceinte. Parce que les femmes enceintes peuvent faire l'hypertension au cours de la grossesse. Et après l'accouchement, lorsque le suivi est bien fait, certaines vont guérir. C'est une proportion d'à peu près 40% des femmes qui ont l'hypertension. Lorsque c'est négligé, ces femmes-là se retrouvent en général en dialyse. Et là, c'est un problème aussi. D'accord. Alors, on va finir sur cette question en lien avec l'AVC. Peut-on retrouver quand même totalement, justement, ces capacités quand on a connu faire un AVC? Oui, on pourrait retrouver sa capacité et ça dépend de deux grandes choses. La première, c'est la promptitude avec laquelle on a été pris en charge. Normalement, l'AVC, il faut faire vite. Vite, ça permet de reconnaître l'AVC. Le V étant pour les problèmes au niveau du visage, déviation de la bouche. Le I, c'est une inertie du corps, donc une paralysie d'une partie du corps. C'est-à-dire une incapacité à bouger du corps. À parler, à siffler. Donc, le T, justement, c'est les troubles de langage. Donc, on ne peut plus parler, la personne ne parle pas comme avant et ça survient brutalement. Et le E, c'est une extrême urgence. En réalité, lorsqu'un AVC s'installe, c'est-à-dire l'un des signes qu'on a vu là s'installe, on a 4 heures pour agir. Donc, en 4 heures, il faut que le sujet soit à l'hôpital, qu'on ait fait le scanner et dans certains cas, on peut thromboliser. Et la thrombolyse existe actuellement au Bénin. C'est possible au CNHU de faire une thrombolyse. Donc, quand on a un AVC, il faut vraiment, en urgence, se rendre directement je vais dire au CNHU. Malgré tout ce qu'on peut penser sur le CNHU, il faut aller au CNHU. Donc, c'est la il ne faut pas aller se retrouver dans une petite clinique. Non. C'est dangereux. Donc, un AVC, avec les signes que je viens de dire, il faut aller au CNHU. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, la deuxième chose, c'est que la récupération après une paralysie est aléatoire. Aucun médicament ne peut garantir une récupération. Le soin qui garantit, qui peut aider, j'ai bien dit aider à la récupération, c'est la rééducation. Donc, on rééduque et on espère que la personne va récupérer. Derrière ça, il y a les médicaments qu'on donne. Les médicaments qu'on donne en général, c'est pour éviter que la crise ne se répète ou que le sujet qui a fait un AVC ne fasse un infarctus, parce que c'est la même maladie. Donc, c'est sur ces deux choses-là que je voulais insister. L'urgence de la prise en charge quand il y a des symptômes, ça peut aider. Et après, c'est la récupération plus les médicaments. Professeur, c'est vrai que vous avez parlé du CNHU, mais pour nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, il y a quand même des hôpitaux de zone aujourd'hui que le gouvernement a construit, a renforcé. Donc, quand il y a un problème, si vous êtes loin du CNHU, allez dans l'hôpital de référence qui est
être dans votre zone le plus rapidement possible. Il faut aller dans le centre, le plus grand centre qui peut exister dans la région, c'est là qu'il faut aller. Donc vous êtes sûr d'avoir des soins adéquats, très important. Merci beaucoup, professeur. On a toujours du plaisir à vous écouter. Je n'ai même plus envie de vous laisser partir, mais le temps, il est complètement parti. Donc voilà, allez. Merci Christelle. Pour aujourd'hui. Merci. Je crois qu'on a eu beaucoup d'informations et on va remercier le professeur d'être passé. Et surtout, revenez-nous. Hein. Ici, c'est chez vous, professeur. Ce sera avec plaisir si vous m'invitez. À nos compatriotes. Allez, mesdames, messieurs, on va marquer une pause tout de suite, histoire de retrouver les sports juste après. À présent, place au sport. Salomé, Fifame Ataledi est déjà sur ce plateau pour nous présenter les sports. Fifame, bonjour. Bonjour à vous Alain, bonjour à toutes et à tous. Le Bénin connaît désormais ses challengers à l'issue du tirage au sort pour les éliminatoires de la CAN 2027. Et oui Alain, le verdict est tombé hier. Les hommes de Gernot Rohr vont évoluer dans le groupe F aux côtés du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la République centrafricaine. Il faut dire que sur le papier, le Burkina Faso apparaît comme le grand favori de cette poule. Habitué à des phases finales de la CAN, les étalons disposent d'une équipe solide, régulière et expérimentée sur la scène continentale. Finaliste en 2013 et demi-finaliste à plusieurs reprises, le Burkina Faso part avec le statut de principal prétendant à la première place. Mais heureusement que tout ceci n'est pas suffisant pour être vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, rien n'est encore joué. Alors, rien n'est joué, mais Fifame, est-ce qu'avec ce favori dans ce groupe du Bénin, est-ce qu'il n'y a pas risque d'avoir quand même un match très serré pour les places qualificatives? Bien sûr, ça va être serré, ça va être très disputé, absolument, puisque la Mauritanie, par exemple, est devenue une équipe très compétitive ces dernières années. Les Morabitoun ont pris l'habitude de participer à la CAN et restent toujours difficiles à manœuvrer. Quant à la République centrafricaine, elle paraît comme une équipe qui pourrait être, sinon jouer les troubles faits, on va dire, puisque jamais qualifiée pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est sûr qu'ils vont faire tout ce qui est de leur pouvoir pour décrocher une qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça va être très serré. Alors, dans ce contexte-là, avec ces challengers, est-ce que les guépards du Bénin ont les ressources et les moyens de se qualifier? Oui, évidemment, il faut rêver et il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves, puisque le Bénin peut légitimement croire à ses chances, je vais dire. L'objectif sera de terminer parmi les 2 premières équipes du groupe pour obtenir un billet pour la phase finale. La tâche ne sera sûrement pas simple, mais elle reste à la portée des guépards. Avec la régularité, la concentration et les bonnes performances à domicile comme à l'extérieur, le Bénin possède les arguments nécessaires pour rivaliser avec ses adversaires. Cette campagne qualificative s'annonce très ouverte. Si le Burkina Faso semble avoir une sorte de longueur d'avance, les guépards ont toutes les cartes en main pour aller chercher l'un des 2 tickets qualificatifs pour la CAN 2027, prévu du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Dans le 20h d'hier, Gernot Rohr, le sélectionneur national des guépards, était sur ce plateau pour faire sa lecture de ce tirage. Exactement. Nous vous proposons d'ailleurs de revenir sur l'entretien exclusif accordé hier aux 20h de Bénin TV par le sélectionneur Gernot Rohr. Il a analysé les enseignements du tirage au sort et livré son regard sur la dynamique actuelle des guépards du Bénin. C'est un groupe équilibré, avec évidemment comme favori le Burkina Faso, comme vous l'avez dit. Et c'est aussi évidemment pas facile de battre la Mauritanie qui, à l'avant-dernière CAN, avait éliminé l'Algérie, on s'en souvient.
Et forcément aussi la Centrafrique qui voudrait enfin participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc un tirage, je dirais, équilibré, pas facile, mais faisable. Faisable. Donc le Bénin a des chances quand même de se qualifier. Oui, bien sûr, on a des chances. Déjà, c'est bien d'avoir su éviter un groupe avec les pays organisateurs, parce que dans les 3 groupes des pays organisateurs, vous n'avez qu'un seul qualifié, parce que les pays organisateurs sont déjà qualifiés d'office. Donc du coup, on a la possibilité en tant que premier ou deuxième de se qualifier dans ce groupe qui est relevé, mais qui est faisable. Eh bien, voilà la lecture que faisait Gernot Rohr, le sélectionneur national des Guépards, à l'issue donc de ce tirage au sort. Mais Alain, et puis le technicien franco-allemand a d'ailleurs profité de l'occasion pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour les prochaines journées FIFA qui vont se jouer dans le mois de juin. Une liste marquée essentiellement par l'absence de plusieurs cadres pour des raisons de blessures essentiellement. On regarde. Nous avons les 3 gardiens qui sont toujours les mêmes, Marcel, Saturnin et Serge. Nous avons Tamimou, nous avons Sankamaro, nous avons Mobontidjani, nous avons Amidou, nous avons Glélé, nous avons Samadou, nous avons Olivier Verdon, Fassinou, Charlie, Liam, Hassan, Mariano, Ghislain, Dodo, Olaitan, qui a aussi le baptême de son bébé, donc il ne viendra peut-être que pour un seul match. Nous avons Prince, nous avons Rassak, nous avons Felipe, qui fait partie de ces afro-descendants qui, grâce à cette très bonne idée du président de la République, de leur permettre de devenir béninois, est un Brésilien qui a déjà fait une apparition avec nous et on attend sa qualification officielle de la part de la FIFA, donc il sera là aussi. On a Jodel, on a Aloko, on a Ouourou, on a 25 joueurs et j'espère qu'il n'y a personne qui va se blesser parce qu'il y a encore des matchs en club que nous devons attendre. Et voilà qui est clair. Alors, FIFA, mais on parle maintenant de Valentin Ouinator, le judoka béninois. C'est ça, Valentin Ouinator, judoka béninois, était récemment au championnat d'Afrique de judo. C'était à Nairobi, au Kenya. Ça ne s'est malheureusement pas très bien passé pour lui. Dans un entretien accordé à Herman Rodrigue Amégan, il parle de ce rendez-vous manqué. Il revient par ailleurs sur sa participation au JO de Paris en 2024, qu'il avait tant voulu. Regardez. Je venais au Kenya pour être champion d'Afrique cette année. D'ailleurs, le Sud-Africain qui est devenu champion d'Afrique, je l'avais battu l'année dernière en demi-finale. Donc c'est une grosse déception. Je pense qu'il faut le prendre comme une expérience parce que bon, je peux continuer à me morfondre et c'est vrai que c'est très compliqué à digérer. Je me suis dit en sortant de ce championnat, plus jamais ça. Déjà, bon, moi je vis une année avec le travail, etc., où j'ai eu quelques difficultés à mettre tous les ingrédients pour une bonne préparation et ensuite l'organisation de la compétition en tout cas n'était pas au mieux, donc on arrive un peu fatigué, un peu voilà, la tête ailleurs. Et la somme de tout ça fait que j'ai pas performé, mais l'acteur principal des victoires et des défaites d'ailleurs, c'est moi, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même en premier plan. Je rêvais des JO depuis 20 ans, moi, donc on arrive presque au sommet d'une vie, j'ai envie de dire, à l'objectif de sa vie. J'ai combattu devant une salle comble. J'ai combattu contre les meilleurs mondiaux, même si à l'année on se prend déjà, mais dans un contexte olympique c'est vraiment très particulier. Donc il faut prendre ça comme une expérience et ça me servira pour 2028. Bien sûr, et vous voyez peut-être ils ne sont pas parfaitement ronds, c'est parce que c'est un dessin d'enfant. C'est le dessin d'un neveu. Et j'ai voulu que ce soit un dessin d'enfant, pas les ronds parfaits, parce que ce neveu, comme des dizaines d'autres personnes m'ont accompagné tout au long de ces JO. Moi, ma plus grande force, c'est vraiment mon entourage, mes proches, ma famille, mes amis. Et je voulais les graver comme ça parce que ça représente tous ceux qui ont cru en moi depuis le début, même quand c'était compliqué. Et même dans la défaite d'ailleurs, ils restent là, ça ne change pas vraiment le soutien qu'ils m'apportent. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour tous ces gens-là qui m'ont soutenu.
j'avais envie d'avoir quelque chose du Bénin sur moi. Et l'Amazone, bon, c'était les guerrières, c'était une façon pour moi de me dire, bon, on peut aller au combat avec le Bénin en soi, quoi. Donc j'ai fait ça même, je pense, 3 semaines après les JO. Je suis allé chez le tatoueur, je dis, bon, il me faut ça dans le dos, il m'a fait ça vite. Et ça représente pour moi tout ce que le Bénin peut avoir de guerrier, de combatif. Quand je vois des enfants faire du judo, il n'y a pas de raison que le Bénin ne performe pas. Bon, ça prendra peut-être un peu de temps, mais en tout cas, les compétences, les qualités physiques ou mentales, il y a ça au Bénin, il n'y a pas de souci. Le problème maintenant, c'est comment on va accompagner ces enfants depuis l'enfance jusqu'à la performance. Et ça demande voilà, de l'accompagnement sur plusieurs années, des infrastructures et peut-être un peu de moyens financiers aussi. En 2024, je me suis qualifié avec le quota continental. Ça veut dire que j'étais dans les 12 meilleurs judokas africains, toutes catégories confondues. Et moi, mon objectif, c'est de me qualifier au JO premièrement et deuxièmement de le faire par la ranking list directe, donc être dans le top 30 mondial quasiment. Et pour ça, il faut gagner des combats, gagner des compétitions. Et une fois que ce sera fait, j'espère, on se concentrera sur la médaille olympique. Comme en 2024, c'est le seul objectif qui compte maintenant. Et oui, nourrir l'espoir donc d'avoir une médaille JO, ça va être intéressant pour le pays, n'est-ce pas? Bien sûr, et on voit bien que ce sportif, Winator, il y a eu des victoires mais aussi des échecs, mais la force de sportif, il n'en fait pas cas, il se focalise sur les objectifs à venir et on lui souhaite tout le meilleur simplement. Et c'est justement ça. Fifamé, merci à vous d'avoir présenté cette rubrique sport. On se retrouve demain. C'est toujours un plaisir et oui, à demain. Allez, mesdames, messieurs, au revoir les sports. Bienvenue aux informations avec les journaux du pays. Voici la revue de presse. Que dit la presse nationale ce jour? Elle aborde des sujets variés et c'est avec Ulvaïs Balogun qui est déjà sur ce plateau. Ulvaïs, bonjour. Bonjour Alain Soutouman, vous allez bien? Super bien. Parfait. Ce matin, la presse parle encore des préparatifs de l'investiture du président Romuald Wadani et on parle de 6 000 invités. 6 000 invités, tout à fait, Alain Soutouman. C'est une nouvelle étape dans l'histoire politique qui sera ainsi donc inscrite avec cette cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. L'événement précis nous en parle et révèle les grandes étapes de la cérémonie qui aura lieu au Palais des Congrès. Et comme vous le disiez, environ 6 000 invités sont attendus à cet événement qui va consacrer officiellement l'entrée en fonction de Romuald Wadani. Prévue pour durer 1 heure, eh bien, cette cérémonie de passation va se dérouler en 2 grandes étapes entre le Palais de la Marina et le Palais des Congrès de Cotonou. Et c'est le journal Le Matin qui détaille les grandes séquences de cette transition entre Talon et Wadani. La première phase se tiendra au Palais de la Marina. Le président Patrice Talon sera le premier à arriver sur les lieux. Il va prononcer un bref message avant d'accueillir son successeur pour un entretien en tête-à-tête d'environ 15 minutes. Cette rencontre symbolique va marquer les derniers moments de Patrice Talon en qualité de chef de l'État au sein du palais présidentiel. Après cet échange, le président sortant va quitter ses fonctions et fera ses adieux à ses proches collaborateurs. Ainsi donc, le nouveau chef de l'État prendra ensuite possession des bureaux présidentiels avant de rejoindre le Palais des Congrès pour la suite du cérémonial officiel. Il va se diriger ensuite au palais, comme je le disais, un peu avant 11 h pour l'étape solennelle de son investiture. Et l'un des moments les plus symboliques sera justement, cette audience spéciale de la Cour constitutionnelle au cours de laquelle Romuald Wadani va prêter serment conformément aux dispositions constitutionnelles. Fraternité est de nous apprendre à ce sujet qu'aucun chef d'État étranger n'est attendu à la cérémonie d'investiture. Seules des délégations étrangères y prendront part. Ulvaïs Balogun, mais avant l'investiture, les députés, eux, devront se rendre à l'Assemblée nationale jeudi et vendredi. Et oui, cette invitation formelle est relayée par les canaux, justement, d'information du Parlement avec la mention de 25 points inscrits à l'ordre du jour. La Nouvelle Tribune l'évoque dans sa parution du jour. Entre autres dossiers prioritaires figurent la loi sur l'environnement, le projet de loi de règlement définitif 2024 et celui de la répression du
du faux monnayage en République du Bénin. Les rapports de plusieurs accords de financement conclus entre le Bénin et ses partenaires techniques dans le secteur agricole, des infrastructures et de l'énergie seront également soumis à l'appréciation des députés. À la presse du jour de renchérir à sa une en titrant d'importants dossiers à examiner. Merci à vous, Ulvaeus. Ce sera tout pour la revue de presse. Merci, Alain. On se donne rendez-vous demain. À rendez-vous demain. Inch'Allah. Allez, mesdames, messieurs, voilà, ça va être donc la fin du numéro 169 de votre émission, ne serait-ce que pour cette saison. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. D'ici à là, portez-vous bien et à bientôt.